Individus, population, diversité, la diversité des individus et des populations. Nous allons essayer de comprendre ou d'expliquer du moins la diversité génétique des individus et est-ce qu'on peut retrouver cette diversité à l'échelle de la population. Diversité des individus, diversité des populations, qu'est-ce que cela veut dire? Les individus qui appartiennent à la même espèce ne sont pas tous identiques, évidemment. Cette diversité dépend de la génétique, en fait, d'un programme que l'on appelle le programme génétique qui est propre à chacun. Lorsque nous sommes sous forme d'une cellule œuf, nous sommes à long terme un organisme aussi. Mais entre cellule œuf et organisme, il y a bien des différences. Donc la structuration d'un corps, d'un organisme, se fait grâce à un programme que l'on appelle le programme génétique. Cellule œuf possède un noyau. Dans le noyau, il y a, dans l'espèce humaine, 23 paires de chromosomes. Sur ces chromosomes, il y a des gènes. Et différentes versions d'un même gène sont appelées des allèles. Alors nous allons essayer de comprendre au sein d'une population, au sein des individus, en quoi est-ce qu'il peut y avoir une telle diversité? À quoi est due la diversité? Comment est-ce qu'on peut parler de diversité d'individus, de diversité de populations? Bon, bref, le vrai problème, c'est comment expliquer la diversité génétique des individus et peut-on retrouver cette diversité à l'échelle de la population? Alors, on peut étudier les choses de différentes façons. On pourrait prendre tous les chromosomes, prendre tous les gènes qui sont situés sur tous les chromosomes et étudier l'ensemble des chromosomes, l'ensemble des gènes, l'ensemble des allèles. Ce serait fastidieux, ce serait compliqué et je ne sais même pas si ce serait possible. On peut prendre des exemples très simples qui vont nous permettre de comprendre que les individus sont différents entre eux, ils sont divers, ils peuvent appartenir à la même espèce, mais le programme génétique qui s'exprime pour chacun d'eux n'est pas le même. Même si les gènes sont identiques, les allèles peuvent être différents. Donc c'est ce qui fera en partie la spécificité d'une espèce. Et pour une même espèce, mais correspondant à deux populations différentes, c'est-à-dire de l'eau, par exemple, au niveau de la faune ou de la flore qui vivent à deux endroits différents, s'ils font partie de la même espèce, on peut considérer qu'il y a par exemple deux populations. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau des escargots. Les escargots de l'espèce Cepaea nemoralis. Alors, Cepaea, c'est pas l'espèce, c'est le genre. Linné a fait en sorte que les êtres vivants soient nommés selon deux noms, un nom de genre et un nom d'espèce. Donc là, l'espèce des petits escargots que l'on voit avec des couleurs, ce serait Nemoralis. Bon. Alors, comment préparer, si vous voulez faire un essai de constater par vous-même en fait la diversité de ces Nemoralis, hein, qui sont des escargots, des haies entre guillemets, mais pas que des haies, on en trouve dans les prairies et dans les forêts également. Alors, donc des observations simples menées sur le terrain permettent d'étudier la diversité des coquilles. Donc indirectement, c'est la diversité des escargots. Mais on va jouer sur la couleur de la coquille. Bon, on place dans un jardin par exemple une planche, et puis on regarde de temps en temps sous la planche. De temps en temps, on voit un petit paquet d'escargots qui sont venus là se réfugier de manière à trouver un petit peu d'humidité et fuir la chaleur. Bon. Alors, pour identifier les escargots, hein, on peut trouver une clé de détermination, mais nous, ce que l'on voudrait, ce sont nos escargots des haies, enfin que l'on dit des haies, même si on peut les trouver ailleurs. Alors, un système génétique contrôle la diversité des phénotypes chez l'escargot des haies. Alors, ça veut dire quoi? Génétique, phénotype, c'est quoi le phénotype? Eh bien, un phénotype, c'est le résultat de l'expression d'un génotype. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes et de ses allèles fonctionnels pour un organisme déterminé. Mais, pour bien comprendre, prenons l'exemple d'un seul gène. Un gène va s'exprimer
en donnant une protéine. Protéine, c'est quoi? C'est une molécule d'un polymère d'acides aminés. Donc il y a une vingtaine d'acides aminés. Alors polymère, c'est pas, le terme n'est pas forcément exact, mais enfin en tout cas parmi les 20 acides aminés, eh bien il y a un programme qui fait que on aura une séquence et donc un ordre précis d'acides aminés au sein d'une protéine. Eh bien, cette protéine qui résulte de l'expression du gène en question est un phénotype moléculaire. On le voit sous forme microscopique, mais pour voir une protéine c'est très compliqué, même le microscope optique ne suffirait pas. Alors, en tout cas, l'expression du gène donne une protéine. Cette protéine s'appelle phénotype moléculaire. Cette molécule, qui est une protéine, se retrouve dans les cellules et l'action de la protéine dans la cellule, alors soit au cours de réactions chimiques, soit ce sont des protéines structurales, soit ce sont des protéines fonctionnelles, enzymatiques, etc. Eh bien, au sein de la cellule, on a ce que l'on appelle un phénotype cellulaire. La cellule va avoir une fonction précise au sein d'un tissu, d'un organe précis. Très souvent, les cellules sont spécialisées. Donc, on parle de phénotype cellulaire. Un ensemble de cellules constituant un organisme donne ce que l'on appelle le phénotype macroscopique, ce que l'on voit avec les yeux. Donc là, concernant les escargots, on voit avec nos yeux la coquille, c'est du macroscopique, donc on parle de phénotype macroscopique. Mais ce phénotype, c'est-à-dire la couleur de la coquille des escargots, donc ce phénotype macroscopique correspondant à une couleur, dépend d'un groupe de gènes. En fait, cette couleur dépend de deux types de gènes, le gène C et le gène grand B. Grand gène C pour couleur, grand gène B pour bande. Bande autour de la coquille, quelquefois vous avez remarqué, il y a des bandes foncées, plus ou moins foncées, et ça dépend d'un gène particulier qu'on appelle le gène grand B. Alors le fait qu'il y ait une couleur, ça signifie que parmi le gène C, il y a 3 allèles, donc 3 versions différentes qui vont, en s'exprimant, donner 3 couleurs différentes. On a l'allèle, alors pour le gène grand C, on a l'allèle CB qui donnera à la coquille une couleur brune, on a l'allèle CR qui donnera une couleur rose et l'allèle CJ qui donnera une couleur jaune. Concernant le gène grand B, on a l'allèle BO qui donnera une absence de bande de couleur et l'allèle grand B petit b qui donnera la présence des bandes de couleur. Donc vous voyez, donc on peut avoir un escargot jaune sans bande de couleur ou avec des bandes de couleur. Donc là on voit que concernant les escargots, concernant leur coquille, il y a une diversité des individus, donc les phénotypes sont différents, c'est-à-dire la couleur que l'on en voit est différente, les phénotypes sont différents, et c'est dû à l'expression d'un groupe de gènes. Donc les gènes et leurs allèles constituent ce que l'on appelle le génotype, les couleurs et les bandes de couleurs correspondent à ce que l'on appelle le phénotype. Et là on voit bien que le phénotype dépend du génotype. Donc là, quand on parle de diversité des individus, on parle bien du fait que on a au sein d'une espèce précise, Nemoralis, avec le genre Cepaea, on a bien des individus différents, donc diversité des individus, qui est bien due à une diversité génétique. Le génotype s'exprime en donnant un phénotype. Plusieurs allèles s'expriment correspondant à des gènes précis pour donner des phénotypes différents. Voilà. Donc on a expliqué la diversité génétique des individus qui donnait des phénotypes différents. Ensuite, concernant ces escargots des haies, donc Cepaea nemoralis, on en trouve à différents endroits. Donc ça veut dire que selon l'endroit, ils vont s'intégrer au sein
d'un écosystème particulier, et donc il y aura parmi cette biodiversité au niveau des espèces, on dit biodiversité spécifique sous-entendu espèce, eh bien il y aura ces escargots qui vont s'implanter, donc qui vont être à un endroit précis et qui feront partie de la chaîne alimentaire, donc de la pyramide alimentaire. Alors, on a deux populations de ces mêmes escargots. Alors, on peut dire au niveau de l'échelle de la Terre qu'on a une population d'escargots Cepaea nemoralis. Mais si on se situe à un niveau un petit peu plus inférieur, localement, on peut définir par exemple des prairies ou des forêts. Les prairies correspondent à des milieux qui sont ouverts et les forêts correspondent à des milieux qui sont fermés. Eh bien, on peut trouver de tels escargots, et ces deux types d'escargots font partie de la même espèce. Ils sont situés à des endroits différents, et de ce fait-là, on les appelle des populations. Donc, on a deux populations différentes. Alors, on va regarder dans la prairie et dans la forêt, donc milieu fermé, milieu ouvert, quelle est la couleur, quel est le pourcentage en fait des escargots que l'on trouve. Dans la prairie, beaucoup de coquilles jaunes, très peu de coquilles roses. En fait, 67% de coquilles jaunes, 33% de coquilles roses. Pas de coquilles brunes. Donc on trouve des phénotypes surtout jaunes au niveau des prairies. En milieu fermé, forêt, c'est le contraire en fait. Alors mis à part le fait qu'on trouve que 4% de coquilles brunes, on a un grand nombre de coquilles rouges, enfin roses plutôt. Il n'y a pas d'escargot rouge, hein, mais plutôt rosâtre. Et on en trouve 76% contre 20% de coquilles jaunes. Donc là, on voit que concernant la fréquence de ces escargots, on voit qu'il y a une grande différence selon le milieu occupé. Donc au niveau d'un écosystème, des populations d'une même espèce peuvent se retrouver avec des variantes concernant les pourcentages. On a les mêmes couleurs, mais il y a une variation. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette variation de couleurs, ce pourcentage en tout cas que l'on trouve? On trouve beaucoup de jaune dans les prairies et beaucoup de rose dans les forêts. Le problème peut être résolu. Je peux vous proposer une hypothèse, il peut y en avoir d'autres. Prenons un autre exemple. Vous prenez un mur blanc, vous mettez un papillon blanc accolé sur ce mur, enfin posé sur le mur. Et vous mettez un papillon noir ou très foncé sur le mur. Prenez maintenant un oiseau, un prédateur. Quel papillon le prédateur va manger? Le papillon blanc va se fondre au paysage blanc. L'oiseau ne le verra pas forcément. Par contre, le papillon foncé va bien se discerner par rapport au blanc du mur. Eh bien, le papillon noir risque de se faire manger. Donc, ça veut dire que lorsqu'une espèce se fond au paysage par mimétisme, en fait, il est moins perçu par les prédateurs, et de ce fait-là, on peut imaginer que son taux de survie ou de vie est beaucoup plus important, et donc par exemple, dans les prairies, les papillons, pas les papillons, mais les escargots jaunes sont prédominants, peut-être parce qu'il y avait un certain mimétisme qui a fait que les prédateurs ont moins vu les papillons jaunes que les papillons roses. Alors, s'il n'y a pas du tout de d'escargots, s'il n'y a pas du tout d'escargots à coquille brune, on peut très bien imaginer qu'autrefois, il y avait dans les prairies des papillons à coquille brune qui ont quand même essayé de s'implanter, et puis tout le monde a été détruit, il n'y en a plus. Dans la forêt, on peut raisonner selon le même principe. Peut-être que les escargots à couleur rose se fondaient plus au paysage que les jaunes. Donc les prédateurs ont davantage mangé les jaunes. De ce fait-là, les roses se sont davantage multipliées. Bon, c'est une hypothèse, l'hypothèse du mimétisme, qui peut expliquer qu'au sein de deux populations d'une même espèce, dans deux endroits différents, donc deux écosystèmes différents, eh bien la diversité de ces phénotypes peut s'expliquer éventuellement par le mimétisme. Un autre exemple pour expliquer l'origine de la diversité génétique,
en fait, c'est celui d'un poisson zèbre. C'est un modèle qui est très intéressant pour étudier l'origine génétique d'une différence phénotypique. Le phénotype sauvage, il possède, donc ce sont des petits poissons, le phénotype sauvage, c'est-à-dire qui est le plus représenté dans la nature, et ce qui s'oppose au phénotype mutant, dont les individus sont beaucoup plus rares. Alors, donc si on regarde un poisson zèbre de type sauvage, donc de phénotype sauvage, on voit qu'il a des bandes foncées tout le long de son corps. Et si on regarde le phénotype que l'on appelle golden, qui est un phénotype mutant, on voit bien qu'on va parler de mutation, eh bien ça veut dire, enfin on voit sur ce poisson, ou on ne voit pas plutôt, enfin, on voit des bandes mais elles ne sont pas colorées. Donc il n'y a pas dans ces bandes de couleur. À quoi est due la couleur du phénotype sauvage? Eh bien c'est dû à un pigment que l'on trouve dans l'épiderme, qui est sécrété par des cellules épidermiques de type mélanocyte et qui biosynthétise, grâce à l'expression d'un certain gène, un pigment que l'on appelle la mélanine. Donc on a un phénotype qui correspond à des bandes de mélanine et qui est dû à l'expression d'un certain gène. Eh bien, sur le phénotype golden, on n'a pas de mélanine. On a bien les bandes, mais on n'a pas la couleur. Donc ça veut dire que un certain gène ne s'est pas exprimé. En fait, il y a sur le chromosome numéro 15 du poisson zèbre deux allèles. Alors deux allèles possibles, attention. Deux allèles, un allèle rayure claire et un allèle rayure sombre. L'allèle rayure claire s'exprime en priorité chez le poisson de type golden, donc phénotype golden. Donc on voit bien qu'on a une influence du gène, donc avec son allèle rayure claire, donc influence du gène, donc de l'allèle sur le phénotype, de telle sorte qu'il n'y aura pas de bande de couleur. Pour l'allèle rayure sombre, il y a une expression de cet allèle qui va pouvoir donner un pigment. Alors, la manière dont le pigment est obtenu ne sera pas expliquée aujourd'hui, mais se reporter à un cours concernant les mélanocytes, notamment la peau, par exemple les organes, l'épiderme, le derme, etc. Donc à vous de retrouver le cours. Bon, voilà, donc à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, en fait, pas de traitement de texte, de traitement des séquences moléculaires, AnaGen, on peut avoir accès à la séquence nucléotidique de ces allèles. Donc il suffit de traiter les données, c'est-à-dire de mettre les allèles dans AnaGen, d'ouvrir les fichiers correspondants, donc l'allèle rayure sombre et l'allèle rayure claire. Alors on peut trouver sur internet, ça s'appelle Dario rayure sombre ou Dario rayure claire. Donc vous voyez qu'il y a une séquence, donc vous avez deux séquences en fait, et le logiciel permet de comparer les séquences. Par exemple, dans la comparaison, on voit que l'allèle rayure sombre a telle séquence, et si on compare avec l'allèle rayure claire, on s'aperçoit que la séquence n'est pas la même, qu'il y a des modifications, des différences. Donc ça veut dire qu'il y a eu, au cours de l'évolution, au cours des générations antérieures à celles des poissons zèbres qui ont les rayures sombres, il y a eu des mutations qui ont fait que il y a eu une disparition de la potentialité de l'expression donnant les rayures sombres. Donc ça s'appelle des mutations. On a une mutation. Donc il y a une modification. Là il y en a eu, là j'en vois 5 modifications au niveau d'une adénine à la place d'une cytosine, thymine à la place d'une cytosine, ou d'une cytosine, une autre thymine à la place d'une guanine, adénine à la place d'une guanine et une autre adénine à la place d'une guanine. Donc entre les portions 1200 et 1320 des nucléotines, enfin numérotation des nucléotines, on voit qu'il y a 5 mutations. Bon, voilà, donc au cours de l'évolution, ces mutations au niveau de l'ADN ont fait que eh bien,
un poisson phénotype golden est apparu avec des rayures qui sont claires. Donc ces mutations ont dû se produire autrefois chez un poisson rayures sombres de type sauvage. Et ces modifications génétiques ont dû avoir lieu, c'est obligatoire, au niveau des cellules reproductrices. Et de ce fait-là, la mutation a pu arriver, enfin se reproduire, enfin s'exprimer en tout cas au niveau des descendants. Donc ce sont les mutations qui sont à l'origine de la diversité génétique des individus au sein des populations. Voilà, donc là nous avons bien expliqué, nous avons compris l'origine de la diversité des individus et des populations, en parlant donc des escargots, qui ont permis de voir qu'un ensemble d'allèles, donc le génotype en fin de compte, a pu s'exprimer de manière différente pour donner des coquilles différentes, donc des phénotypes différents. Et au niveau de deux populations de la même espèce, on a vu que la fréquence, la répartition des individus de ces populations est variable, différente en tout cas, et peut s'expliquer quelquefois par le mimétisme. Ensuite, l'origine de la diversité génétique a pu s'exprimer également chez les poissons zèbres, en comprenant que les mutations induisent des variations du génotype, et ces variations du génotype, donc, concernant le poisson zèbre, permettent de comprendre également les variations du phénotype des escargots, puisque pourquoi est-ce que les couleurs, pourquoi est-ce qu'on a du rose, du jaune, du marron, enfin du brun en tout cas? Eh bien parce que à partir d'une population d'origine, il y a eu très certainement des mutations qui ont fait que différents allèles ont pu apparaître, s'exprimer et donner des variations phénotypiques telles que nous l'avons expliqué. Voilà, diversité des individus et des populations, diversité génétique des individus, diversité à l'échelle des populations. Je pense que nous avons fait le tour du problème. Le cours est terminé. Merci.